Bonjour et bienvenue, on va reparler PDG dans cet épisode. Alors ne partez pas en courant, je dis ne partez pas au courant parce que la dernière fois que j'ai fait un épisode qui parlait des PDG, il avait eu beaucoup moins de vues que les autres. Et je trouve ça dommage parce que quand on investit en bourse, on investit dans des actions qui sont des entreprises et ces entreprises qui sont gérées par des PDG. Alors aussi un comité exécutif, mais malgré tout la tête pensante, le dirigeant principal c'est le PDG. Et quand on investit en bourse, il faut accepter que notre argent soit géré par quelqu'un. Même si on a fait le choix des meilleures entreprises, etc., à la fin, c'est ce dirigeant qui va gérer la boîte. C'est lui qui va se lever un matin en se disant « je vais racheter mon concurrent ». C'est lui qui va décider d'émettre de la dette, de racheter des actions, de partir sur un nouveau marché, de partir sur des nouveaux produits. Donc vraiment, il faut avoir confiance dans cette personne. Et je suis sûr que vous avez, comme moi, certaines entreprises pour qui le PDG est vraiment emblématique. C'est vraiment le visionnaire, souvent des boîtes familiales, donc c'est souvent le fondateur, etc. Et la grosse partie de votre décision d'achat vient de cette personne-là. Je suis sûr que vous en avez. Et en fait, tout va très bien. Tant que vous avez sélectionné une belle boîte avec un dirigeant qui est très talentueux, c'est super, jusqu'au moment où il commence à atteindre un certain âge et que se pose la question de la succession. Moi, j'ai typiquement 2 titres en portefeuille sur lesquels je me pose la question. J'ai Berkshire Hathaway dirigé par l'emblématique Warren Buffett et puis, comme beaucoup d'entre vous j'imagine parce que c'est la plus grosse boîte française et l'une des plus grosses boîtes européennes, LVMH, donc qui est dirigée par Bernard Arnault. Alors on a d'un côté Warren Buffett, 93 ans, on a de l'autre côté Bernard Arnault, 74 ans et on pourrait imaginer que je suis plus inquiet de la succession de Warren Buffett qui ne va pas laisser la société à ses enfants, qui a un âge plus âgé, qui a quasiment 20 ans de plus que Bernard Arnault, qui est très 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 emblématique parce que c'est pas Berkshire Hathaway qui intéresse les gens, c'est Warren Buffett quand ils investissent. Donc on peut se penser que je suis bien plus inquiet pour la situation de Berkshire Hathaway que de la situation de LVMH, et pourtant non, je suis bien plus inquiet de la situation d'LVMH et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je vais reprendre les écrits de Charlie Munger, donc l'associé historique de Warren Buffett, qui n'est plus là, qui n'est plus parmi nous, mais qui avait écrit en 2015 pour expliquer notamment pourquoi Berkshire Hathaway se portera bien sans Warren Buffett. Alors pourquoi est-ce qu'il avait parlé de ça en 2015 ? Tout simplement parce qu'en 2015, il fêtait les 50 ans de Berkshire Hathaway et à la fois Warren Buffett et Charlie Munger avaient écrit une lettre sur le passé et le futur de Berkshire Hathaway. Charlie Munger avait essayé de répondre à plusieurs questions, et notamment une question qui était « Est-ce que les résultats de Berkshire Hathaway vont se poursuivre si Warren Buffett devait partir ?» Et sa réponse était oui. Ce qu'il expliquait, c'était que grâce aux avantages compétitifs de tous les business aujourd'hui de Berkshire Hathaway, dans l'assurance, dans les chemins de fer, etc., et grâce au momentum qui était déjà en place, Berkshire resterait probablement une entreprise meilleure que la normale pendant très longtemps. Et ça, même si Buffett devait partir demain, même si ses successeurs étaient des personnes aux capacités moyennes, et même si Berkshire ne faisait plus jamais de grosses acquisitions, parce que c'est souvent ce qui est critiqué, c'est-à-dire que si Buffett devait partir, qui va refaire ces méga acquisitions en cas de crise, etc. Et lui maintient que même avec des successeurs moyens et sans acquisition, la performance de Berkshire va rester très bonne. Et il explique qu'en plus de ça, les successeurs probables de Buffett, donc qui étaient à l'époque Ajit et puis Greg Abel, font partie des meilleurs managers qu'il connaît. Alors là, petit aparté, on est ici en 2015. À l'époque, il y avait effectivement ces 2 successeurs qui étaient désignés, mais en 2021, Warren Buffett a expliqué qu'en cas de décès, ce serait Greg Abel qui prendrait les rênes. Donc on a clairement le nom d'un successeur ici. Autre petit bémol, on parle ici du fait que Berkshire soit une entreprise au-dessus de la moyenne. On ne parle pas de la grande époque de Buffett, notamment la fin des années 70, où il prenait des paris très risqués, avec des gains annuels compris entre 30 et 130% par an, donc vraiment une période complètement folle, qui a fait que Warren Buffett est l'une des personnes les plus riches aujourd'hui. Évidemment qu'à l'époque, c'était le talent de Buffett qui était la principale valeur de Berkshire Hathaway. Mais avec le temps, ça a complètement changé. Et Warren Buffett a toujours dit qu'il cherchait à investir dans des entreprises qui sont tellement belles qu'un idiot pourrait les gérer. Parce qu'un jour, elles seront gérées par un idiot. Et c'est exactement ce qu'il a essayé de faire avec Berkshire, c'est créer une société qui pourrait être gérée par un idiot. Ça se voit tout de suite quand on examine les tâches que doit faire le PDG de Berkshire Hathaway, que ce soit Buffett ou un autre, donc selon Warren Buffett. Et ces tâches sont très très simples, vous allez le voir. Donc la première tâche, c'est de gérer les investissements. Donc effectivement, la partie acquisition, dans la partie rachat, c'est le PDG qui doit prendre une décision. Deuxième tâche, c'est choisir les PDG des filiales importantes, fixer leur rémunération
et obtenir de chacun une recommandation pour un successeur. Une fois qu'il a fait ce boulot d'avoir un PDG pour une filiale, alors c'est le PDG qui va bosser. C'est lui qui doit être talentueux, c'est lui qui doit être très bon. Troisième tâche, c'est déployer les liquidités dont les filiales n'ont pas besoin. C'est ce qu'on appelle l'allocation du capital et c'est, selon Buffett, l'une des tâches les plus importantes d'un PDG, chez Berkshire ou ailleurs. Et ensuite, c'est assez drôle. Donc la quatrième tâche, c'est qu'il doit se rendre disponible pour toute question venant des filiales, mais lui ne souhaite pas avoir plus de contacts. Donc le but du PDG de Berkshire Hathaway, quel qu'il soit, c'est pas d'appeler les filiales pour dire comment ça se passe et il y a une crise et en pleine pandémie, ça va pas, etc. Non, c'est je suis là pour vous coacher, pour vous conseiller, mais si vous m'appelez pas, c'est pas moi qui vais vous appeler. La cinquième tâche, elle est toute bête, c'est rédiger la fameuse lettre aux actionnaires, mais comme s'il était un actionnaire passif. Ce qu'il dit, c'est que le PDG doit rédiger cette lettre pour donner de l'information. Voilà, c'est celle que j'aimerais recevoir, mais finalement pas plus, juste pouvoir répondre aux questions donc lors de l'Assemblée générale. La sixième tâche, c'est d'être un modèle pour établir une culture qui favorise à la fois les clients, les actionnaires, les salariés, etc. Mais ce rôle modèle, en fait, il doit être non seulement maintenant, mais aussi pour plus tard. Et on voit que c'est ce que fait Warren Buffett. Il va émettre des règles, des grands principes, etc., qui vont lui survivre, en fait. Et les deux dernières tâches mentionnées, j'adore. L'avant-dernière, c'est qu'il faut réserver beaucoup de temps pour lire et réfléchir tranquillement. En particulier tout ce qui pourrait faire progresser l'apprentissage du PDG, quel que soit son âge. Et puis enfin, le huitième point, c'est passer beaucoup de temps à admirer avec enthousiasme ce que les autres accomplissent. Donc on voit finalement, c'est assez simple, c'est quelqu'un, le PDG de Berkshire Hathaway, c'est quelqu'un qui est dans son fauteuil et qui regarde tout de loin, qui fait l'allocation du capital, qui recrute des gens extrêmement bons pour gérer les filiales, et puis qui regarde tout ça et qui donne des conseils de temps en temps. Rien finalement de très compliqué. Passons maintenant du côté de LVMH et de Bernard Arnault. Première différence, évidemment, c'est qu'on n'a pas de successeur désigné. Bernard Arnault a 5 enfants, ils travaillent tous chez LVMH, il y en avait 2 qui étaient déjà au conseil d'administration, il y en a 2 nouveaux qui viennent d'arriver au conseil d'administration, mais en cas de problème, on ne sait pas qui va prendre les rênes. Ce qui est sûr, c'est que LVMH va rester un groupe familial. Ça, à chaque assemblée, à chaque annonce de résultats, il le maintient. De toute façon, c'est quelque chose les enfants n'auront pas le choix, puisque la holding familiale Agache, la familiale Agache, qui détient au travers de Christian Dior plus de 40% de LVMH, est détenue à part égale entre les 5 enfants. Ils ne peuvent pas vendre pendant 30 ans. Donc ça, c'est le premier point. Oui, ça va rester une entreprise familiale. Ensuite, Bernard Arnault, c'est quelqu'un de très intelligent, qui sait très bien gérer sa boîte, donc c'est sûr qu'il va désigner à un moment quelqu'un qui sera là pour lui succéder, mais le problème, c'est qu'entre-temps, on ne sait pas, on n'a pas d'informations, et quand il est interrogé sur le sujet, il n'est pas forcément très rassurant, parce qu'il botte en touche en disant « vous n'êtes pas prêt de me voir partir, je suis là encore pour longtemps, etc. » Oui, c'est bien, mais s'il y a un pépin entre-temps, grosse question, on aura les actionnaires majoritaires qui seront les 5 enfants, à part égale, ils ne peuvent pas vendre, et on a intérêt à ce que Bernard Arnault reste en bonne santé, et on a intérêt surtout à ce que les enfants s'entendent bien. Et le deuxième point, c'est sur l'entreprise elle-même. C'est que, selon moi, LVMH n'est pas du tout au même niveau de maturité que Berkshire Hathaway. Le luxe, c'est un milieu qui est très compétitif, il suffit de regarder les actions Kering, Hermès, et LVMH, sur un graphique, on s'aperçoit que sur les 5 dernières années, on va avoir Kering qui est au même niveau, si j'inclus les dividendes, Kering qui est au même niveau qu'il y a 5 ans, LVMH a triplé et Hermès a quadruplé. Donc on voit bien que ce ne sont pas des business qui se conduisent tout seuls, comme le disait Buffett, on peut mettre un idiot à leur tête et ça se passe bien. Pas du tout, il faut vraiment encore un visionnaire à la tête qui choisisse où s'orienter. Et si on met un mauvais pilote aux manettes, il peut tout simplement foncer dans le mur. C'est ce qu'on a vu sur la succession Lagardère, ça a été un désastre, c'était un énorme empire média qui s'est disloqué avec le temps, a été racheté, c'est vraiment pas une success story en termes de succession justement. Donc voilà, c'est intéressant je trouve de regarder comment des entreprises avec des profils différents, des PDG différents, etc. peuvent se préparer plus ou moins bien. Alors Berkshire, je pense qu'ils sont très bien préparés, je pense que LVMH est en train de très bien se préparer, mais voilà, il reste une période d'incertitude, une période un peu où j'imagine que le big boss Bernard Arnault essaye de jauger ses différents enfants pour voir qui a les épaules pour prendre la suite, mais si ça arrive trop tôt, on se retrouve avec 5 personnes qui auront les rênes
à égalité. Et là, je ne sais pas comment ça peut se démêler. Dites-moi si vous connaissez un petit peu l'histoire LVMH, et dites-moi si la situation actuelle, vous la trouvez rassurante en termes de succession, ou au contraire, si comme moi, vous avez quelques inquiétudes, mettez-moi ça en commentaire. Bien sûr, je continue à adorer les likes, les commentaires, que ce soit en podcast ou sur YouTube, donc n'hésitez pas à le faire, et je vous dis à bientôt pour une autre émission.